Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau rendez-vous de la laïcité au sein de votre magazine En quête de sens. Abolir, prohiber ou réglementer des thèses qui s'affrontent depuis de nombreuses années dans le monde et ici en Belgique quand il s'agit de parler de prostitution. Tellement la question est complexe. Nous verrons d'ailleurs qu'il n'y a pas qu'un type de prostitution, mais plusieurs qui appellent différentes réponses. Nous irons voir aussi ailleurs dans le monde si d'aventure des modèles peuvent nous servir. J'ai le grand plaisir, pour parler de cette question épineuse, de recevoir aujourd'hui Cécile Cheron. Bonjour Cécile. Bonjour. Cécile, vous êtes sociologue, pas du tout, c'est Renaud qui est sociologue. Vous êtes psychologue, vous, mais aussi coordinatrice d'Espace P. Alors Espace P, c'est une association qui, depuis 30 ans, mais vous nous en parlerez un peu mieux, accompagne et aide les travailleuses et les travailleurs du sexe. Et puis à côté de vous, il y a Renaud Mas. Bonjour Renaud. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous, donc je dis bien professeur à l'Université Saint-Louis et rédacteur en chef de la revue Nouvelle. Alors, je verrai avec vous deux donc, les différents points dont nous venons de parler, mais peut-être d'abord refaire un petit point sur la législation en Belgique. Où est-ce qu'on en est en matière de prostitution aujourd'hui en Belgique ? En fait, on est dans un pays qui est officiellement abolitionniste, c'est-à-dire qui s'inscrit dans une logique où on ne peut pas faciliter la prostitution. Et donc le code pénal prévoit notamment le fait qu'il est interdit d'être proxénète, de tirer profit de la débauche d'autrui, ça c'est les termes consacrés, qu'on ne peut pas faire de publicité, qu'on ne peut pas donner un logement par exemple dans lequel l'activité prostitutionnelle existe. Alors en pratique, ce qui est intéressant en Belgique, c'est qu'on a aussi toute une série de règlements communaux qui en fait dérogent au principe général et notamment au principe même du code pénal. Donc on est dans un peu un système qui est un peu dans le flou. Et, vous voulez dire que les communes décident sur leur territoire de ce qu'elles vont appliquer comme législation en matière de prostitution, chacune différente? Voilà, c'est exactement ça. Donc chaque commune a un peu son approche, avec plus ou moins de respect des grands prescrits généraux. Et puis, du coup, on peut avoir des situations un peu drôles ou en fait potentiellement dramatiques, où d'une rue à l'autre, on passe d'une commune à une autre et on a un changement complet de la tolérance, de la manière dont la police va intervenir, etc. etc. Pour notamment défendre les droits humains aussi et le respect de ces femmes et de ces hommes qui travaillent, j'imagine. Mais aussi, par exemple, pour réguler l'activité prostitutionnelle, par exemple, interdire le fait de racoler, selon l'expression. En fait, on peut dire, si je vous comprends bien, que ce qui n'est pas interdit est permis. Mais il y a beaucoup d'hypocrisie, alors, dans notre législation belge. Tout à fait. C'est une caractéristique du système belge d'être tolérant. Ça, c'est une manière sympathique de le dire. En réalité, très, très hypocrite, avec aussi une non-application de ce qui est prévu par le code pénal. Parce que concrètement, on poursuit très peu des personnes qui, par exemple, publient de la publicité d'une activité professionnelle. Sinon, par exemple, un groupe comme Vlan serait potentiellement tout à fait dans une situation dramatique. Voilà, c'est pour prendre juste un exemple. Donc on est dans une espèce de flou, de mou et de situation effectivement très hypocrite. Il y a eu un petit changement en 2005, notamment par rapport à la vie privée, c'est ça ? Oui, tout à fait. Mais en fait, je ne sais pas si c'est très intéressant de détailler ça, parce que ça n'a pas changé grand-chose dans les pratiques. Donc dès qu'on revoit les lois, ça ne va pas assez loin, en fait, vous voulez dire? C'est-à-dire qu'on garde ce principe d'espèce d'hypocrisie, de tolérance, avec aussi fondamentalement des régulations qui restent ancrées au niveau communal et des pratiques qui vont changer complètement d'une commune à l'autre. Et donc, chaque révision des lois, en fait, ne change rien au problème fondamental qui est qu'on n'a pas une orientation cohérente et qu'on ne prend pas la question sous l'angle, finalement, de la personne qui se prostitue. On va toujours le penser sous l'angle soit d'un principe moral général, soit sous un principe de planification urbaine et de gentrification. Bien sûr. Il faut nettoyer les quartiers aussi, il faut que les quartiers soient jolis. Et donc la prostitution dans les quartiers, ça ne fait pas bien. Cécile, est-ce que sur le terrain, vous qui êtes directement sur le terrain, au travail avec ces hommes et ces femmes qui se prostituent, est-ce qu'ils s'y retrouvent? Est-ce que c'est compliqué à gérer justement cette légifération et ces lois? Oui, en fait, il y a vraiment une prostitution, je dirais, à deux vitesses. Il y a tout le côté sous l'iceberg, le côté invisible par Internet.
qui prend de l'ampleur. Et donc là, c'est principalement de la prostitution occasionnelle, mais aussi habituelle, invisible, les gens se débrouillent. Et puis on a de moins en moins d'endroits visibles. Et donc en effet, de plus en plus de systèmes communaux, mais répressifs. Ça va jusqu'à exiger des perceptions immédiates de 100 € pour que la personne puisse ne pas être en arrestation pendant 12 heures. Donc voilà, ça peut être aussi fermer des rues où il y a de la prostitution de rue pour empêcher les voitures de passer, etc. Donc une politique qui va dans le sens quand même de chasser et de pénaliser avec des arrestations administratives. Et heureusement, jusqu'à présent, au niveau des parquets, des préventions de racolage, mais qui ne sont pas poursuivies dans les faits. Donc c'est classé sans suite, ok. Donc un système, oui, très schizophrène, quoi, hein, puisque la prostitution est légale, que c'est quand même une activité qui est une réponse à des situations de précarité économique ou de difficulté. Ça, et donc on a vraiment, la société a vraiment évolué vers ce qui intéresse les politiques, c'est plus le côté visible ou pas, pour l'instant. Quand on parle de législation, il y a aussi la législation au niveau du droit social, du droit fiscal. Les personnes qui se prostituent, par exemple, dans les bars, il y a des contrôles de l'inspection sociale. Ces personnes doivent avoir soit un contrat, soit un statut d'indépendant. Si elles sont au chômage, par exemple, elles vont être sanctionnées. Oui. Donc, elles payent leurs impôts. Il y a des contrôles. Voilà, on ne peut pas dire que c'est une activité qui est laissée comme ça à la liberté de chacun. Il y a des contrôles de l'inspection sociale et au niveau fiscal, elles sont normalement obligées de déclarer ces revenus-là sur le plan de la loi. Donc on voit que c'est très... D'un côté, elles sont dans la société quand il s'agit de prendre de l'argent. Oui, quand il s'agit de payer ses impôts, un statut, payer des cotisations. Et puis, à certains moments, elles sont quand même arrêtées administrativement 12 heures parce qu'elles sont trop visibles. Et c'est les personnes les plus précaires aussi, qui sont les prostituées de rue, qui sont les plus chassées et qui subissent le plus ces nouvelles politiques. Qu'est-ce que vous, chez Espace P, faites justement pour les accompagner, je disais depuis plus de 30 ans, pour les aider, les accompagner? Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement? On leur propose de se regrouper collectivement. Donc quand on a, par exemple, au niveau d'une commune, une nouvelle réglementation qui est illégale, ou par exemple à certains moments, elle devait afficher leur ancienneté, je pense aux vitrines là, sur Saint-Josse. Voilà. On les soutient, il y a des démarches collectives et elles se défendent avec un avocat. Donc on soutient tout ce qui est aussi leur émancipation, qu'elles puissent s'exprimer. Maintenant, il y a un collectif aussi qui s'appelle Utsopi, qui existe depuis 4-5 ans, qui est indépendant alors d'Espace P. Et donc voilà, il y a ce soutien-là. Évidemment, il y a tout ce qui est aide individuelle, l'aide sociale. Et médicale? Et puis alors le côté médical, qui est aussi une porte d'entrée, puisque donc l'INAMI subsidie toute une campagne de dépistage, de vaccination gratuite contre l'hépatite B de manière anonyme. Donc voilà, il y a un ensemble de services qui sont proposés, toujours gratuitement et en respectant l'anonymat, si la personne le désire. Sur différentes villes? Sur 7 services, donc aussi bien en province de Luxembourg, à Tournai, Mons, Arlon, Charleroi, Liège, Bruxelles. Donc c'est vraiment très bien réparti en région bruxelloise et région wallonne, avec des petites équipes qui sont parfois de 2 personnes. À Bruxelles, c'est quand même plus développé. Et avec des spécificités aussi en fonction des villes. Est-ce qu'Espace P, en tant qu'association, fait un peu ce que l'État devrait faire, ou est-ce que vous êtes subsidié et que donc, on est subsidié, on relègue ça à l'association? Il y a quand même une démarche politique aussi. Maintenant, il y a un agrément et donc il y a plusieurs services qui sont agréés pour proposer cette aide gratuite aux personnes prostituées. Mais ce qui n'empêche, donc je vais dire que la région bruxelloise et la région wallonne font leur boulot au niveau des subsides, action sociale, santé, etc. L'INAMI également intervient. Mais c'est vrai qu'au niveau des réglementations, ça reste la liberté de chaque pouvoir, avec des contradictions, et aussi sur le terrain, des personnes qui sont encore plus fragilisées. Oui. Renaud, on le disait d'entrée de jeu, il y a, quand on dit la prostitution, non, c'est faux, on se trompe d'emblée. Il y a différents types de prostitution. Quels sont-ils aujourd'hui? En fait, il y a plusieurs manières de les distinguer, mais c'est très difficile de faire un contour général, parce que savoir où commence l'activité professionnelle et où elle s'arrête, c'est quasi impossible. Pour prendre un exemple très concret, est-ce que une femme qui va avoir une relation sexuelle avec son patron pour obtenir une promotion, est-ce qu'elle se prostitue, est-ce qu'elle ne se prostitue pas? Ça dépend. C'est très difficile de donner une définition. Et donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on distingue par les lieux où l'activité se passe,
Donc on a la prostitution de rue, la prostitution de vitrine, la prostitution de bar, la prostitution d'appartement, ou par le statut des personnes qui se prostituent. Mais c'est difficile de définir ces catégories. C'est toujours un découpage sur le papier, c'est un peu artificiel évidemment. Elle est étudiante aussi ? Il y a tout à fait, il y a une prostitution étudiante qui, évidemment, sur la masse de l'activité prostitutionnelle est relativement anecdotique, mais qui n'est pas complètement inexistante non plus. Donc, qui est un phénomène en accroissement parce qu'il y a une facilité d'accès aujourd'hui, notamment via des sites internet, à ce type de prostitution, tant pour les clients que pour les étudiantes et les étudiants qui passent par là. Quand est-ce qu'on fait la différence entre la prostitution et la traite des êtres humains? Notamment, on parle beaucoup aussi de prostitution dans le milieu de la migration, dans les filières nigérianes. Pas mal d'hommes migrants aussi se prostituent, prostitution masculine de migrants, alors que ces hommes-là tiennent à leur hétérosexualité et donc souvent doivent se prostituer en tant qu'homosexuels, puisque ce sont des hommes qui font souvent la demande. Quelle est la limite? Quand est-ce qu'on... Parce que la traite des êtres humains est par contre pas du tout autorisée et donc poursuivie. Alors où est la ligne? Mais donc, il y a ce que la loi prescrit, et puis il y a des définitions plus sociologiques qui ne sont pas forcément identiques. Mais donc, la loi sur les questions de traite, elle identifie toute une série de critères qui commencent par un enrichissement personnel des personnes qui sont organisées. Donc il faut qu'il y ait une organisation derrière, il faut qu'on démontre qu'il y a un enrichissement, et il faut que les personnes soient victimes, soient dans une situation où il y a une coercition qui est explicite. Porte plainte, vous voulez dire? Oui, non, pas forcément, mais qu'elle soit reconnue comme effectivement ayant subi une contrainte d'un certain ordre. Que ce soit une contrainte psychologique mais forte, alors sévère, ou une contrainte matérielle, ou des violences physiques, etc. etc. Mais c'est assez lourd à constituer, hein, et la reconnaissance en tant que victime n'est pas du tout immédiate. Donc c'est difficile encore aujourd'hui de pouvoir faire la limite entre les deux. Est-ce que, avec les mouvements, comme on parlait d'Internet, et vous, Cécile, vous disiez qu'il y a la facilité, et c'est très caché finalement, de la prostitution via Internet, est-ce que les mouvements #MeToo et autres ont aidé certaines travailleuses ou travailleurs du sexe à se libérer, ou bon, vraiment rien à voir? Mais la création d'Utopie, c'est quand même un signe que les personnes se prennent en charge et veulent dénoncer en leur nom propre, oui, leurs propres paroles. Et quand il y a exploitation, il faut le dire, quand il y a des situations injustes. Donc je pense que là, il y a la société maintenant et les médias peut-être permettent aussi à ces personnes de se regrouper, de faire entendre leur voix. Et d'être moins stigmatisées peut-être? Mais sur le terrain, ça reste quand même compliqué, puisque la société envoie des messages différents, quoi. C'est en même temps, vous pouvez en parler, dévoiler ce que vous vivez, et puis en même temps, il y a le côté répressif qui est finalement hyper stigmatisant, puisqu'on en voit quand même à la face des femmes que si elles se montrent, elles sont quand même considérées comme des délinquantes ou comme ayant un comportement qui gêne la société, quoi. Et on oublie de voir ça par le prisme économique aussi. Je pense que c'est un phénomène complexe. Il y a la réalité économique qui fait que les gens sont dans des situations de détresse. Donc toujours lien précarité, prostitution. Vous êtes d'accord là-dessus tous les deux? Oui, ou difficulté de trouver peut-être sa place parce que il y a des difficultés pour trouver de l'emploi. On a des personnes dans une trajectoire migratoire qui ont peu de diplômes, qui connaissent parfois pas le français, qui sont pas toujours en ordre de séjour. Donc la prostitution, c'est aussi vraiment le symptôme de tout ce qui peut aller mal, enfin tout ce qui va mal, mais pas seulement en Belgique, mais aussi en Afrique, en Amérique latine. Ce serait un moyen de s'en sortir. C'est vécu par un certain nombre de personnes comme une solution ou comme l'unique solution pour arriver à une autonomie financière. Voilà. Maintenant, toutes les trajectoires de vie sont différentes. Enfin, voilà, c'est très... Mais en tout cas, on ne peut pas avoir une seule porte d'entrée pour comprendre la prostitution. Il y a la trajectoire personnelle, il y a la question sociale, il y a la question aussi de l'égalité de genre, en effet, puisque, voilà, quelque part, la société est quand même organisée pour que des hommes, à certains moments, banalisent aussi l'achat sexuel. Peut-être ne se pose pas la question s'il y a traite, s'il y a personne est mineure ou quoi. Donc tout ça est en train d'être d'avant. Enfin, les gens sont de mieux en mieux informés, je pense les hommes aussi, sur les différentes facettes de la prostitution. Alors on parlait aussi de réponses à apporter. Dites-nous, voilà, on ne sait pas, on vous laisse ça dans les mains.
prohibitionniste, néo-prohibitionniste, abolitionniste, néo-abolitionniste, réglementariste, néo-réglementariste. Ce sont des thèses qui se confrontent et qui se font face. Quelles sont-elles? En quelques mots, Renaud, expliquez-nous. Mais donc, la prohibition, le principe de base est un principe d'interdiction pure et simple de la prostitution, où on va considérer les personnes prostituées elles-mêmes comme étant viciées ou comme étant dégénérées. Hein. Dans quel pays est-ce qu'on trouve ça? Typiquement, aux États-Unis, il y a encore des États qui ont des vieilles règles de prohibition et qui peuvent être parfois très très lourds dans leur répression vraiment des personnes prostituées. Donc, allant jusqu'à des peines de prison ferme, etc. Puis alors, on a l'approche abolitionniste. Alors l'approche abolitionniste, historiquement, elle se développe autour de l'idée qu'il faut considérer les femmes qui se prostituent comme des victimes. Et donc, à partir de là, il faut décourager tous les gens qui tirent un profit de l'activité prostitutionnelle. Donc, par exemple, sanctionner les proxénètes. Les clients. Sanctionner éventuellement les clients. Alors ça, c'est plutôt le néo-abolitionnisme, justement, qui va un cran plus loin et qui va s'attaquer directement aux clients et qui va aussi, du coup, dans certains cas, rejoindre d'une certaine manière une approche prohibitionniste dans certains pays. Donc, en fait, au nom du néo-abolitionnisme, on se retrouve dans des approches où, par exemple, on va considérer que le revenu tiré par la prostitution n'est pas un revenu acceptable. Et donc, pour une personne d'origine étrangère qui est sur le territoire, on va considérer qu'elle ne gagne pas sa vie par un moyen correct, et donc elle est potentiellement expulsable sans autre forme de procès. Et donc, ça, c'est une évolution du néo-abolitionnisme vers une forme de prohibitionnisme, comme on l'a par exemple en Suède. Alors, à côté de ça, il y a le réglementarisme. Alors, historiquement, le réglementarisme, il est né avec la volonté de réguler, de contrôler la prostitution. L'idée, c'est de faire un égout séminal dans les villes, hein, à côté de l'égout de l'égout public. C'était comme ça que ça a été imaginé. C'est très dur comme image, ce que vous dites là. Oui, tout à fait, mais c'était ça. C'est ça qui était apporté. C'était ça l'idée derrière. Et c'est les médecins hygiénistes. Non, tout à fait, c'était pas du tout bienveillant. C'est les médecins hygiénistes qui ont décidé de nettoyer les villes, de contrôler la propagation des maladies vénériennes. Et donc, on n'est vraiment pas dans une optique où on s'intéresse au statut des personnes qui se prostituent. Et puis, le néo-réglementarisme, en fait, propose un projet qui n'est pas celui-là, évidemment, qui est un projet d'essayer de trouver par des dispositifs réglementaires un moyen de donner un statut aux personnes qui se prostituent. Donc, on passe d'un souci de régulation, en fait, d'hygiène publique, d'urbanisme, vers un souci d'essayer de trouver un moyen plus émancipatoire pour les personnes. De démarginaliser l'activité, donner une place en tant que citoyen, en tant que travailleur, avec des droits et des devoirs. C'est ce que vous prenez, vous, chez Espace Paix, par exemple, les associations de terrain seraient plutôt néo-réglementaristes, justement? Nous, on s'est vraiment clairement positionné en ce sens, parce qu'on ne veut pas que les personnes soient obligées de se cacher. Voilà. Il faut qu'elles puissent avoir accès aux services, à la protection, et être considérées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des personnes qui trouvent une solution pour trouver de l'argent. Donc voilà, on parle de travail du sexe, même si on sait que ce terme peut aussi choquer certaines personnes sur le terrain, parce que voilà, il y a des vécus tellement différents. Mais globalement, c'est vraiment donner une place, donner une place à ces personnes. Que proposent les différentes politiques de nos partis à l'approche des élections? Qu'est-ce qu'elles proposent, elles, pour solutionner, mais est-ce que c'est possible, la prostitution, ici en Belgique? Renaud, Cécile? Je sais qu'à Charleroi, il va y avoir les états généraux de la prostitution, donc régulièrement, ou bien au sein des partis, ils se regroupent, ils réfléchissent aux questions, mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas encore de débat vraiment national sur ce qu'on pourrait changer dans la législation, donc c'est des avancées petit à petit. Et à nouveau, de ville en ville ou de commune en commune, alors? Oui, enfin, dernièrement aussi, au niveau du statut en tant que travailleur, voilà, le ministre de l'Emploi s'est exprimé, les femmes savent comment elles doivent se déclarer au niveau de l'UNASTI, etc. Donc voilà, il y a des avancées, mais voilà, par rapport à la prostitution de rue, en tout cas, ça c'est plutôt... là, il y a beaucoup à faire. Mais donc, ce qu'il faut bien noter, c'est que en fait, les partis sont tous très divisés sur ces questions.
Il n'y a pas un parti qui a une position extrêmement claire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en plus qu'il y a un clivage très fort entre une approche flamande qui va plutôt emprunter beaucoup aux Pays-Bas et un modèle qu'on présente parfois comme néo-réglementariste, mais qui en réalité est aussi, dans une certaine mesure, prohibitionniste, parce qu'il interdit la prostitution là où elle n'est pas réglementée. Et donc, en fait, il détruit toute une série d'espaces prostitutionnels, il sanctionne les personnes qui se prostituent là. Donc, on n'est pas, en fait, dans le... Il les chasse vers d'autres lieux, alors Oui, où carrément, il sanctionne financièrement. À Amsterdam, par exemple, il y a vraiment un système d'amende si vous prostituez en dehors des quartiers qui sont prévus pour, en dehors des infrastructures. En dehors de la red line. Donc c'est ghettoiser l'activité alors. Et c'est aussi vouloir qu'elle soit très propre. Hein. Donc le red light district, il y a l'idée d'en faire une espèce de Disneyland de la prostitution, où même les familles pourraient... Tout à fait. Oui. Et donc, il y a quand même là un modèle qui est particulier, un argument touristique qui reste central. Mais ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est que généralement, le premier souci politique n'est pas le statut de la personne prostituée. Le premier souci politique, ça va être comment est-ce qu'on peut invisibiliser au maximum les personnes qui se prostituent pour éviter les nuisances de voisinage, pour que les gens ne se plaignent pas parce que voilà, ils voient des personnes prostituées et ils trouvent ça inconvenant, et aussi pour éviter qu'il y ait des clients bruyants qui éventuellement se battent dans la rue, etc. etc. Mais c'est très très rarement que la question centrale soit réellement les personnes qui se prostituent, dans leur diversité aussi, hein, sans les caricaturer, sans les assigner à soit le fait d'être des victimes absolues, soit d'être des libres entrepreneuses complètement émancipées. Pour certains abolitionnistes, le cas notamment de la Suède, vous en avez touché un mot, mais expliquez-nous, est un cas presque d'école magnifique. Il n'y a plus, dit-on, de prostitution en Suède. Ils y sont arrivés. Est-ce que c'est un vrai modèle, ça, pour nous, ou est-ce que c'est pas du tout possible? Mais donc, ce qu'il faut bien souligner, c'est qu'en fait, il existe toujours une prostitution en Suède. Même les rapports officiels de la rapporteuse nationale le pointent. Il y a toujours une prostitution en Suède. La grande différence, c'est la sociologie des personnes qui se prostituent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de moins en moins de femmes suédoises qui se prostituent. C'est de plus en plus des femmes étrangères qui sont dans des situations extrêmement précarisées et qui, en fait, permettent un report du risque du client sur la personne qui se prostitue. C'est-à-dire que les tarifs ont été cassés, que ces personnes vivent dans une situation où souvent, du coup, elles sont vraiment extrêmement fragiles, éventuellement sous emprise. Et donc, on a un glissement des formes de prostitution. Alors, ce qui est peu connu aussi, c'est que la Suède, en fait, a un modèle dans lequel elle considère que ces femmes sont victimes, mais elle ne reconnaît pas automatiquement un statut de victime. C'est-à-dire qu'en fait, une personne qui se prostitue, elle va potentiellement être contrôlée fiscalement. Si elle est étrangère, je l'ai dit, on va considérer qu'elle ne gagne pas un revenu de manière autorisée, moralement correcte, donc elle est expulsable immédiatement. Et fondamentalement, le crime que commet le client est un crime contre l'État. Donc pas contre la personne prostituée. Et donc, en fait, la protection des personnes prostituées dans ce modèle est relativement faible. Mais ce n'est pas du tout le marketing qu'en fait la Suède et qu'en font les autorités suédoises. Et donc, je pense qu'il y a une espèce de confusion qui vient de là. C'est qu'on croit un peu dans le marketing qui est fait par l'État suédois autour de son modèle qui serait si parfait. Là où il y a des choses qui sont très intéressantes, par contre, dans le modèle suédois, c'est tout ce qui est le volet éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Hein, où là, c'est très, très développé et c'est ce qui explique aussi qu'il y a des changements de mentalité dans le rapport à la prostitution. Et donc, ça, c'est sans doute les choses les plus intéressantes à aller gratter. Homme-femme, vous voulez dire, égalité. Tout à fait. Et donc, c'est vrai que, par exemple, on voit que les hommes suédois, dans la question de l'achat de prestations sexuelles, ont un rapport où, progressivement, ils considèrent que objectiver quelqu'un est un souci en soi. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas avoir recours, mais c'est qu'ils vont y réfléchir. Voilà la question. Voilà. Et donc, là, il y a quand même quelque chose qui est intéressant et à aller creuser sans doute dans ce modèle. Il n'est pas complètement acheté, mais juste le principe de pénalisation du client est de toute façon pas suffisant en soi et est certainement pas quelque chose qui réduit le phénomène
phénomène prostitutionnel. Il va changer la sociologie des personnes qui se prostituent, en fait. Il nous reste 3 minutes environ. Cécile, j'aimerais que vous me disiez, vous, chez Espace Paix, est-ce que vous regardez un modèle particulier dans le monde ou dans un pays limitrophe qui vous agrée, qu'il faudrait amener chez nous, ou pas? Il faut faciliter l'accès à l'aide d'abord. Hein, donc, où est-ce que ça se passe mieux alors? Plutôt dans les... Enfin, je ne crois pas qu'il y ait un système idéal pour l'instant qu'on pointe, mais en tout cas, on est là pour dénoncer quand on a trop de fermetures massives où tout d'un coup les personnes perdent leur lieu de travail. Certes, donc, on offre une aide, mais si c'est pour en même temps nous éloigner et interdire la prostitution, on a quand même plus difficile à entrer en contact avec nos bénéficiaires. On se rend compte aussi que si on pénalise, ils vont moins facilement aller vers la police quand ils ont des problèmes, quand il y a des soucis. Donc voilà, c'est un système en tout cas qui ne pénalise pas et qui fait que l'aide est accessible, l'aide sociale, la promotion de la santé, l'accès au dépistage, et un système aussi qui permette aux personnes de parler de leur prostitution sans qu'elles soient stigmatisées. Donc, sans qu'elle soit présentée comme un fléau. Changer les mentalités, comme un peu en Suède, alors, comme disait Renaud. Vers plus de tolérance et que les gens soient à l'écoute, surtout. Un système aussi où les personnes concernées sont consultées. Mais il y a un mieux depuis une vingtaine d'années. Il y a des avancées, mais voilà, c'est très incohérent. C'est un pas en avant, 2 pas en arrière, moi je dirais. Un petit mot de la fin, Renaud. Alors, le modèle idéal pour vous, il n'existe pas non plus? Il n'existe pas, il est inventé, et je pense qu'en fait, on a la chance en Belgique d'être dans un tel flou qu'on pourrait être finalement un des pays moteurs pour inventer un nouveau modèle. Oui. Et donc, je pense qu'en fait, tout est à construire. Ça, c'est positif. C'est à construire, puisque justement, rien n'est fondamentalement établi. Tout à fait. Merci à vous deux. Voilà, sûr que ça clôt momentanément le débat, mais nous y reviendrons. Merci à vous deux d'avoir été là et de nous avoir témoigné toutes ces infos. Je vous invite peut-être à consulter notre page Facebook du Centre d'Action Laïque pour quelques réactions, et puis de revoir cette émission sur notre site internet www.libreensemble.be. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre rendez-vous de laïcité. À bientôt. Au revoir.